Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Bruit de cave et de notre série Paroles de vigne. Alors aujourd'hui, on part dans la Loire pour rencontrer Boris Desbourdes du domaine de la Marinière. Avec lui, on va parler de son parcours, de la transmission familiale, de son travail en bio, des cépages utilisés et du rôle du bois dans ses vins. Alors déjà, Boris, est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors moi je suis vigneron sur le petit village de Panzou, donc à l'est de l'appellation Chinon. C'est un domaine familial sur lequel je travaille avec mon père. Je vais bientôt avoir 40 ans, donc je suis encore un jeune vigneron pour quelques mois, prêt à basculer de l'autre côté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es devenu vigneron? Est-ce qu'il y a eu une transmission particulière, peut-être lorsque tu as repris le domaine? Comment est-ce que ça s'est passé entre ton père et toi? En même temps, il est toujours là, Oui, mais... ouais. Je suis revenu un petit peu sur le tard sur le domaine. En fait, je pensais ne pas revenir. J'étais un petit peu ce que j'appelle souvent un syndrome de fils de prof, où je rejetais un petit peu la partie travail familial, domaine, jusqu'à 18 ans, en fait, toutes les vacances scolaires, quand mon père me demandait un petit coup de main, je trouvais ça un petit peu rébarbatif, le côté juste répétitif de certaines tâches saisonnières. Et donc jusqu'au bac, j'ai fait un bac général et je pensais pas du tout revenir dans le métier. Et T'avais une autre idée? J'avais pas forcément d'idée, et en fait, je pensais même ne pas avoir mon bac, refaire une terminale et refaire des poursuites d'études après ça. Et sans faire exprès, j'ai eu mon bac général. Oh. Et donc avec le bac, la question se disait, en fait, je pensais redoubler, mais j'avais pas fait de demande de poursuite d'études, qu'est-ce que je fais? Et je me suis retrouvé, pas par hasard, mais avec des discussions avec mon cousin, avec un lycée agricole qui était pas très loin. Je me suis retrouvé à faire un BTS viticulture œnologie à Fondette, le lycée agricole à côté de Tours. Et c'est un petit peu là que tous les wagons se sont raccrochés, à comprendre que chaque tâche rébarbative s'inscrivait dans une histoire au long cours, et qu'on était aussi sur un métier qui était passionnant parce qu'il touchait à plein de choses, que ce soit de la vigne jusqu'à la bouteille, donc du côté paysan perdu un petit peu à la campagne, jusqu'au côté communication et raconter l'histoire qui va autour de toutes les bouteilles. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis pris au jeu, que je me suis passionné pour le métier, où je suis aussi revenu sur le domaine, puisque je me suis servi. J'ai utilisé un petit peu le domaine familial comme un petit peu un projet pédagogique, où j'ai raccroché un petit peu et j'ai mis un petit peu en parallèle entre la partie théorique et la partie pratique, où j'ai donné un coup de main à mon père, et je suis revenu petit à petit au domaine. Tu t'es vraiment approprié le truc c'est ça. Un peu à ta manière oui, aussi. Oui. Pour pas Alors moi j'étais à la fois curieux et demandeur, et puis mon père était aussi à un âge, et puis avec une mentalité aussi de transmission, en tout cas de champ libre à des terrains de jeu et des terrains d'essai, et une découverte un petit peu. Il n'y a pas eu toutes les familles. Hein. Oui. Non, quand je vois souvent, et quand je parle avec certains copains à droite à gauche, et où je vois des fois des confrontations de générations, il y a eu un travail filé un petit peu qui continue encore aujourd'hui, parce que quand je parle de le BTS, il 5, voilà, ça fait 20 ans. ans, voilà. Donc ça fait 20 ans, donc ce travail-là, on a pu arriver à le filer. Et ce que j'aime aussi dire sur notre travail, c'est que, sur le travail que j'ai fait, que mon père a fait aussi, c'est que temps du coup a réussi à quasiment tout changer sans rien changer. Est-ce qu'il faut expliquer aussi peut-être que tu travailles en bio, et dans la Loire, ça peut peut-être être un peu contraignant. Comment est-ce que tu t'organises avec ces difficultés, une certification qui est quand même très exigeante, hein. Il faut garder une ligne de conduite malgré le changement climatique. Le changement climatique, est-ce que c'est un copain, ou est-ce que c'est les changements de réglementation aussi. Là, il y a des questions qui sortent depuis quelques semaines, quelques mois, qui font aussi poser des questions. Alors après, c'est moi qui ai initié l'arrivée de l'agriculture biologique au domaine. Après, on y arrive. C'est un travail techniquement beaucoup plus exigeant, beaucoup plus intéressant. Ça permet d'avoir une lecture différente du travail, un défi technique, ou en tout cas une émulsion technique, une recherche au quotidien qui est un petit peu différente, qui est plus exigeante. Donc il y a moins de redondance. Alors ce qui est à la fois le charme de la chose, et aussi des fois le fait que ça soit plus compliqué, et que c'est aussi un casse-tête, peut avoir soit le côté romantique, soit le côté un peu plus, pas menaçant, mais en tout cas un peu plus explosif dans les pensées, mais un petit peu comme le métier de vigneron, où quand on dit qu'on fait un métier multitâche,
que c'est très passionnant, mais quand dans la même journée, il faut qu'on fasse une réparation mécanique sur le tracteur, qu'on réponde à de l'administratif, qu'on prépare des commandes, qu'on saute sur le tracteur, qu'on gère des problèmes de gestion de personnel saisonnier ou permanent, voilà, de la machine à étiqueter qui se met en travers, un camion qui arrive une demi-heure trop tôt, une demi-heure trop tard, etc. Donc côté romantique fait que c'est toujours quelque chose de très enrichissant, mais quand c'est tout se cumule dans la même journée, des fois ça peut être un métier, un cocktail un petit peu explosif, mais qui est aussi le cocktail que peut avoir tout entrepreneur, voilà, sauf que là on ajoute la partie vivant et la partie météo très changeante au quotidien. C'est le patron là-haut. Ouais, c'est ça, on est dépendant de ça, et donc voilà, on est beaucoup plus, donc techniquement c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus exigeant l'agriculture biologique, et donc des fois, voilà, on travaille un petit peu sans filet, donc des fois ça peut être un petit peu casse-gueule. Mais moi j'ai découvert l'agriculture biologique en Champagne, donc c'était encore en 2006 lors d'un stage chez un vigneron champenois qui était en bio en Champagne depuis les années 70, donc qui était encore un tout autre défi, quand même rare et encore peut-être plus extrême que dans la Loire. Voilà, donc à la fois sur la partie climatologie et aussi à la fois sur le petit facette du métier et extrême des facettes du métier entre la partie bio, pas bio. Voilà. Donc souvent ce que je dis aussi c'est que le seul voyage que j'ai fait à l'étranger c'est en Champagne. Ouh. Parce que tu parlais de matériel végétal, etc. En fait, tu peux nous dire un peu quel cépage tu utilises? Est-ce que tu as uniquement les cépages traditionnels ou... On a principalement nos cépages traditionnels de Loire. Enfin, nous, Chinon, on est des royaumes de Cabernet Franc. On fait partie des seules appellations monocépages pur Cabernet Franc au monde, si on peut le dire. Et après, avec les cousins de Loire, à Chinon, on est en monocépage Cabernet Franc. Moi, quand je suis revenu au domaine, on avait uniquement du Cabernet Franc. Et il se trouve qu'à Chinon, avec le Cabernet Franc, on fait des rouges. C'est une appellation multifacette de rouge en fonction des terroirs et des expressions des cabernets. Avec le Cabernet, on fait aussi du rosé, un rosé sec, qui est plutôt une consommation un peu plus confidentielle et locale. Et il se trouve qu'aussi, depuis la création de l'appellation en 1937, on a aussi la couleur blanc. Où on peut faire du chinon blanc, un blanc sec 100% chenin. Ça représente quoi dans l'appellation, le blanc? On a repassé la barre des 5% de la zone d'appellation. On a passé la barre des 150 hectares de chenin plantés à Chinon. Donc ça, c'est un redéveloppement qui s'est fait depuis une quinzaine d'années, puisque là, en gros, sur les 15 ou 20 dernières années, les vignerons de l'appellation ont planté une bonne centaine d'hectares supplémentaires. Voilà. C'est assez récent. Il y a 30 ans, c'est assez récent. En fait, au début, il y avait beaucoup plus de blanc. Quand l'appellation s'est développée en volume dans les années 60-70, la mode était plutôt au rouge, donc c'est plutôt le Cabernet qui a dominé. Il y avait quelques poches de résistance de chenin sur des coteaux chez quelques vignerons, notamment en rive gauche du côté de Ligré, chez les Billards, où ils avaient gardé du chenin. Donc, mais globalement, cette proportion de chenin restait autour de 20, 30, 40 hectares. Donc le domaine, on a 18 hectares en Chinon, et donc on a maintenant 2 hectares. Depuis cette année, j'ai 2 hectares 40 de blanc en production, donc on est un petit peu supérieur au ratio de l'appellation, ce qui fait que maintenant, voilà, on a moins de coupures commerciales sur ce produit, donc ça permet aussi d'avoir une visibilité, aussi, une fidélité un peu plus marquée. Et donc les autres cépages, et donc après, depuis 2019, on a fait le choix, au fur et à mesure de conversations en famille, de replanter une parcelle juste au-dessus de la zone d'appellation, en IGP Val-de-Loire, où mon grand-père avait des vignes où il faisait des vins de table et des vins de pays, ce qu'on appelait à l'époque les vins de France et les IGP, qu'on avait arraché en 2000 et qu'on a replanté en 2019, où on a planté 4 cépages. Donc un cépage pas forcément ligérien, on a planté un petit peu de chardonnay, et après on a planté du pinot d'Aunis, du gros lot gris et du gros lot noir. Et sur cette parcelle, on fait des petits essais pour faire notamment un blanc... dans l'idée, c'est d'arriver à redompter un petit peu ces cépages, donc principalement des cépages ligériens qu'on avait perdu un petit peu de vue depuis une vingtaine d'années, pour nous en tout cas, qu'on retrouve pas mal en Loire. Donc, et dans l'idée de faire au moins un blanc et un rouge, voire un blanc et 2 rouges, ou éventuellement à terme un rosé, puis une partie qui passe aussi en assemblage avec du Cabernet Franc pour faire un pétillant naturel en rosé. Voilà. Et donc c'est pour une cible de gens qui s'intéressent au vin et qui... Oui, voilà. Alors après, nous on est aussi un petit peu en découverte là-dessus. Ces étiquettes, elles sont hyper marrantes. Est-ce que vous ciblez Ouais, alors on avait donné tout un coup de jeune à la gamme 2018. Et donc sur cette partie-là, l'idée c'était plutôt d'axer sur des vins au fun, marrant, sur des profils
très Loire, donc plus léger, très fruité, aussi léger, un peu plus léger en alcool. Ça, c'est des choses qu'on découvre. Demande, hein. Nous, on s'en rend compte. Moins vrai pour le chardonnay. Le chardonnay est un petit peu plus capricieux et a tendance un petit peu plus à monter dans les tours. En tout cas, dans la manière dont on le conduit pour l'instant, on est encore un petit peu en découverte, mais les parties gros lot et Pinot Donis, qui ont aussi cette réputation très ligérienne de faire des vins fruités, typiques, notamment le Pinot Donis avec les arômes poivrés. Et en fait, on découvre, nous, à l'utilisation, que c'est des raisins qui ont tendance à faire des vins plutôt light en alcool, puisque c'est des maturités qu'on atteint autour de 10,5, 11,5 d'alcool naturel. Voilà. Donc 2025 me fait mentir, parce que ce qu'on arrivait à faire autour de 10 degrés d'alcool l'an dernier, on est plutôt à 13 sur 2025. Mais voilà, avec la particularité de 2025, donc là c'est vraiment une complication, une conséquence, la partie bouleversement climatique qui fait qu'on a des profils un peu différents sur les concentrations en sucre d'une année, d'un millésime à un autre. Mais on a ce côté-là, à la fois aussi on découvre avec ces vieux cépages de Loire qu'on a un côté résilience face au changement climatique, notamment le Pinot Donis qui est un débourrement très tardif, donc qui est moins sensible au gel, qui rattrape un peu son retard en cours de saison. Et le gros lot, les gros lots qui sont moins sensibles au gel, en tout cas qui peuvent refaire une belle demi-récolte, même si ça gèle un petit peu malgré leur précocité. Donc là on est un petit peu en découverte là-dessus, mais depuis 2021, on a fait des produits, on s'amuse un petit peu là-dessus. Nous on s'amuse aussi à les expliquer ici en cave, à notre clientèle locale, on va dire. Et dis-nous un petit peu le rôle du bois dans l'élaboration de tes vins. Comment ça se passe, à quoi ça sert, peut-être de manière générale, et puis toi particulièrement. Donc nous, les bois, on les utilise en partie. Il y a des cuvées qui ne voient pas du tout de bois. On a une tradition où il y a des vins qui font que de la cuve, des vins qui font des élevages, juste des passages partiels sur des parties de l'eau ou sur des parties plus ou moins longues en durée d'élevage. On utilise beaucoup le béton pour les macérations, des cuves en béton pour la partie macération, extraction des rouges, et puis après on utilise pour les élevages. Et donc après, on pense que quand on me pose la question au domaine, je dis qu'on n'a pas de réponse, on s'adapte vraiment au vin. Là, cette année, on a doublé les élevages en fût sur des 2022, sur quelques 2023. On utilise un peu d'acacia sur une cuvée en blanc, la cuvée Blanc-Bec. Là, on travaille en barrique acacia, qu'on trouve vraiment très intéressante sur le chenin. Le côté très floral, les amers, qui vont vraiment être intéressants et qui vont bien matcher avec le chenin. Donc on est un petit peu des ovnis dans notre coin à utiliser ça. Parce qu'habituellement on utilise le chêne, principalement. Plutôt du chêne, mais nous on trouve vraiment que ça marche bien avec nos chenins sur nos terroirs. Donc on a cette particularité-là d'utilisation de l'acacia sur des élevages plutôt courts. On est sur vinification plus élevage, donc on est sur 6-8 mois maximum. Puis on travaille maintenant aussi, on renouvelle moins, mais sur des fûts un peu plus récents pour faire nos rotations interne au domaine plutôt que d'acheter d'occasion. On va aussi augmenter les contenants. On a aussi maintenant toutes les acacias, c'est des 300 litres, et sur les barriques qu'on utilise sur les rouges, on a des 300, des 350 litres un petit peu, et beaucoup de 400 litres. Donc ce que tu disais qui était hyper rébarbatif au début, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Alors moi j'ai toujours été nul en maths et j'ai jamais compris les équations à plusieurs niveaux, mais en fait le vin c'est une équation à plusieurs niveaux, où à chaque fois on peut bouger des petits paramètres sur tout ça. Je crois qu'on a bien compris ça grâce à tes explications. En tout cas, merci beaucoup Boris pour ton temps. Avec plaisir. De sortir de ton tracteur pour venir dans les embouteillages parisiens. Partager tout ça avec la passion qu'on te connaît, évidemment. J'espère que pour vous, chers auditeurs, ce deuxième épisode de Paroles de Vigne vous aura plu. On vous invite évidemment à découvrir les vins du domaine de la Marinière. Et comme toujours, retrouvez-nous sur nos réseaux pour continuer à explorer le vin autrement. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.